Je vous ai dit que j'étais lesbienne. Coming out il y a quelques jours. Aujourd'hui, il est donc temps de parler de Constance Debré et de son roman Playboy. C'est 100% le sujet et pas le sujet, mais de toute façon, peut-être que la seule chose intéressante, c'est soi-même par les autres. Ou comment s'inventer comme un autre soi-même. Playboy, je crois que c'est le premier roman de Constance Debré, en tout cas le plus célèbre. Il est là, en poche. Moi, j'achète plutôt d'occasion quand je peux, ne serait-ce que pour des raisons écologiques, économiques évidemment, mais parce qu'en fait, les brochures prennent de la place. Et je suis en retard pour tout. C'est un peu le sujet, et ça amène la circonstance. Alors, je vous l'ai déjà dit, un livre d'occasion, moi je vais sur Bourse Livre, etc. Mais ça, ce sont des livres quand même plutôt... comment dire, qui ont fonctionné, qui ont eu un écho, et c'est hyper important, mais c'est aussi super chouette. Et c'est un livre dont je sais pas exactement comment je l'ai lu, en tout cas je sais que je l'ai lu très vite. On y va. Alors Constance Debré, de ce que j'ai pu voir, alors pour le coup, donc on est chez 10-18, chez Stock, évidemment c'est pas traduit, on est en littérature française, contemporaine. Je crois que ça c'est 2018, c'est ça, c'est 2018. Ça, bah on est en 23, ça fait 5 ans. Moi, je suis 19e-iste, hein, donc 5 ans, on regarde la contemporanéité, on y est en plein dedans. Moi je continue à vivre en 1832 en ce moment, pour les Saint-Simoniennes. Et je sais même pas trop comment on peut le résumer, quoi, globalement. C'est l'histoire d'un jeu qui est quand même assez nommé, peut-être d'ailleurs plus par le patronyme que par le prénom finalement, même si le prénom apparaît aussi, hein, donc Constance Debré, parce que patronyme évidemment très célèbre. Je vais vous mettre le Wikipédia, mais il y a carrément un article Wikipédia, famille Debré. Je sais pas s'il est besoin de dire grand-père ministre, etc. Mais ça fait quand même partie des espèces de prérequis. Je suis désolée, il y a des gens qui savent pas en fait l'histoire de la famille Debré. Je pense que ça aussi, il faut le dire. Tiens, c'est rigolo ça. Comme un massacre à la tronçonneuse dans une fiche Wikipédia, les Inrocks, ça marche assez bien. Ça marche assez bien avec cette histoire. Bon, ben c'est quoi la descendance, c'est quoi la généalogie, ça correspond à quoi une aristocratie moderne. Et je vais lire l'essai de Laure Murat, plus comme un roman familial, là, je le cite mal, mais pas de suite. Vraiment avec ça, globalement, comment avoir une espèce... enfin, j'allais dire une vie de cuillère en or dans la bouche, mais je sais pas comment, si c'est exactement ça le sujet, mais c'est quand même dans le bouquin, et le mettre en l'air. Alors, être lesbienne, ça suffit pas, mais ça fait partie des choses, des déclencheurs, etc. Et en fait, moi, quand je pense à ce roman, donc, que j'ai lu très très vite, voilà, vraiment, c'est vachement bien, je vais lire le reste, vous me direz si vous voulez qu'on en reparle. J'ai un peu tendance à vouloir, là, comme ça, en première approche, à le définir par la négative, ça n'est pas ça, ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. Bon. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que chercheuse en lettres, c'est qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Et en fait, c'est quand même assez intéressant. Je propose de lire un peu le début, ça permettra d'y voir peut-être plus clair. Il y a des parties, il me semble qu'il y en a 3, ça j'ai trouvé ça assez intéressant. Des parties des numéros, elles ne sont pas intitulées. Et ça amène quand même à une espèce de séquençage pas inintéressant. Oh, vous m'excuserez, hein, j'ai pas fait sport, c'est pire. J'ai les cheveux gras, je pars demain, je dois filmer en avance, j'avais oublié que je devais tourner, j'ai plus... Voilà, ça comme ça, c'est comme toujours les improvisations de la chaîne. Alors ça va commencer littéralement in medias res parce que finalement, globalement, il y a dans le roman quelque chose comme l'incarnation d'une rupture et comme une rupture qui devient aussi un genre d'attribut. On ne sait plus si c'est un attribut de classe, de catégorie, de famille, genre type Gens, ou plus largement un attribut individuel. Et c'est ça que je trouve assez intéressant dans l'espèce de style dont on le voit finalement qui va se déplacer. Alors moi je l'avais quand même pratiquement entendu sur... j'adore ça, me passer des audios de lecture, de maison de poésie, etc. Je vais voir ce que je retrouve pour ou des interviews pendant que j'écris moi-même ou que je classe des papiers. Mais voilà, ça va un peu accompagner et clairement, dans mon cas, il y a quelque chose qui fonctionne très bien de l'ordre de la voix de l'autrice, donc la voix de Constance Debré, la dégaine, le regard un peu narquois, etc. Ça fonctionne extrêmement bien. Sur l'auteur, Constance Debré vit et travaille à Paris. Oh, c'est quand même un foutage de gueule de mettre que ça.
pour mettre du fiche Wikipédia à la fin. Mais le foutage de gueule fait partie de l'esthétique globale. C'est pas exactement raconté comme le look Schlagos de Répu, j'aime bien dire ça ces temps-ci, ça me passera. Mais il y a un peu tout ça. Et Playboy en deux temps. Alors on va commencer, a priori c'est plutôt un titre thématique puisque Playboy n'est pas exactement un rêve, à savoir un genre. Donc un titre qui annoncerait un genre littéraire, on serait plutôt sur un titre qui annoncerait quelque chose de l'ordre du contenu. Et en même temps, Playboy, on ne peut pas s'empêcher, me semble-t-il en tout cas, pour ma part, d'entendre le nom d'une revue quand même assez porno, mais qui est aussi pas mal mise en scène et très féminisée, ou qui va aller quand même sur des espèces d'outrances de genre, mais du côté de la sexualisation. On n'est pas non plus dans... ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas... Alors, on peut finir par voir dans Playboy quelque chose de camp, mais enfin, c'est pas le but initial de Playboy. Et voilà, quelque chose de l'ordre... du jeu pour mecs, mais finalement, là, la rupture, on va la trouver directement dans la figure qu'on appelle de la tmèse, c'est-à-dire, alors là, elle n'est pas forcément ultra visible, enfin, ça reste visible sur la mise en page en 2 lignes. Donc la séparation, donc Playboy, c'est pas collé, c'est séparé, comme la fameuse connaissance de Paul Claudel, ça c'est vraiment, donc tmèse, T-M-E-S-E. Et là, on va le voir un peu mieux sur la page titre, bon voilà, on a une espace, qui fait qu'on va avoir Playboy, jouer garçon... un peu comme il y a des garçons manqués, qu'est-ce qui se passe, enfin on sait pas exactement, on se rappelle peut-être de la figure du tomboy qui est celle du garçon manqué comme le titre du film de Céline Sciamma. Ça c'est pas exactement clair. Est-ce que c'est quand même jouer le garçon, évidemment, et avec un titre en anglais, donc ça sera pas le dernier de Constance Debré, mais en tout cas toute chose qui nous amène évidemment certaines perplexités, et donc finalement peut-être un titre pas si thématique que ça, et en tout cas dont l'horizon programmatique n'est pas forcément si perceptible. Première partie, marquée première partie, rien à dire. Enfin, si, qu'il y a un séquençage, et je trouve comment elle fait qu'il y a un séquençage est quand même intéressant parce que ça nous remet quelque chose, je n'ose dire d'aristotélicien, avec un début, un milieu, une fin, de l'ordre d'une étendue, mais en tout cas de l'ordre d'une organisation. Et ça nous rappelle qu'on est quand même dans quelque chose qui est de l'ordre de l'autofiction, à quel point c'est réel ou pas, j'ai l'impression que ça c'est réel. En tout cas, il y a beaucoup de marques qui sont là pour nous faire croire ou nous faire entendre que c'est réel, de genre des marques d'authenticité, mais aussi on va avoir des indices, par exemple le fameux article Wikipédia, la concomitance entre le nom, la photo de l'autrice en couverture, très bonne appel à l'achat, le face cam aussi très important, alors face cam, regard objectif, moi je le fais pas bien, j'arrive pas à être assez frontal, si j'arrive à être frontal mais c'est quand je tire la gueule, ou quand je prends le métro, voilà, quand je prends le métro je suis vraiment frontal. C'est pour ça que maintenant je vais à pied, comme ça on m'emmerde moins. Mais, et puis quand on m'emmerde moins, ça fait que j'agresse moins les gens. Non, c'est pas vrai, j'agresse pas les gens. Juste je crie quand je suis pas contente. Et avec comme ça quelque chose de... Voilà, ça nous rappelle la composition en fait. La structuration nous montre une composition, et c'est quelque chose qui est peut-être pas du souci esthétique, ou alors esthétique dans un sens large comme on parle de poétique pour dire une fabrique de l'œuvre, etc., mais quelque chose qui est bien en fait un acte créatif. Et là, je ramène à Ricoeur, temps et récit, les 3 tomes, l'organisation même du récit, le fait de dire là c'est le début, le milieu, etc., partie 1, partie 2, des séquençages en numéros, c'est bien sûr de l'acte de création. Et ça va nous amener dans quelque chose qui est à la fois entre le fragment, la vignette peut-être, mais la vignette ça appartient plutôt aux études d'histoire de l'art, aux études visuelles, et la linéarité, et bien sûr les 3 parties, bon, bien, on peut y voir les 3 actes de la comédie, éventuellement de quelques tragédies, ces fameux 3 temps aristotéliciens. Je m'en fous un peu en fait de ce qu'on va voir, en tout cas moi ce qui m'intéresse déjà c'est ce geste d'organisation. J'ai même pas osé mettre la langue la première fois que j'ai embrassé une fille. C'était après Laurent. Avant je savais, mais c'était théorique. J'ai fait un effort pour la 2e. Je lui ai roulé une vraie pelle. Ça m'avait flatté comme un mec, qu'elle soit mannequin. On progressait. J'avais toujours peur, mais moins. Sauf qu'à chaque fois, on en était resté là. Ou plutôt, elles en étaient restées là avec moi. Des hétéros qui se posaient vaguement la question et qui avaient calé. Des filles plus jeunes que moi, mais des filles
comme moi. Agnès, c'était différent. Elle a 50 ans, elle est mariée, elle a des enfants. C'est une femme. Moi aussi, je suis mariée et j'ai un fils. Mais ça n'a rien à voir. D'abord, j'ai quitté Laurent. Et puis même. C'est bizarre d'ailleurs mon élan pour elle. Je ne suis même pas sûre qu'elle soit spécialement belle. Je n'aime pas son prénom. Je ne le prononce jamais. On va déjà commenter ça. Ouverture sur un jeu. Bon, il est l'idée avec un J apostrophe, mais je crois qu'on a quand même une affirmation octoriale assez forte. Et en tout cas, toutes les marques de ce que Philippe Lejeune appelle le pacte autobiographique avec une triple identité, personnage, narrateur, narratrice, auteur, autrice. Et ça va aller aussi avec des espèces de signes de connivence qui vont nous donner l'impression qu'on connaît déjà. Alors là, on peut avoir différentes perspectives pour le voir, si on est censé connaître parce que Constance Lebray, c'est une famille célèbre, etc. Moi, je crois que là, on va plutôt avoir quelque chose de l'ordre de on te plonge dans le grand bain, exactement comme le paradigme absent. Donc là, je vous rappelle, ça c'est un article de Marc Angenot pour la science-fiction. La grande question de la science-fiction, c'est comment donner toutes les informations de ce nouveau monde, évidemment complètement exogène, exotique, etc., à un lecteur sans qu'il repose le bouquin. Et une des questions, une des solutions les plus souvent entreprises, c'est avoir un personnage de naïf, la découverte progressive, etc. Là, on va vraiment avoir l'impression de ce truc in medias res. Là, je suis en train de mimer le saut dans le grand bain. Ça tombe bien parce qu'en ce moment, je me remets la piscine. Et moi, je saute plutôt là où on a 1m25 pour arriver tranquillement, mettre mes lunettes, tout ça. Et là, il y a quelque chose fait qui va être frontalement in medias res dans un sujet plus que dans une histoire, quand on regarde bien. C'est-à-dire que là, en fait, c'est comme s'il y avait un titre qui n'est pas donné, qui est finalement ma découverte du lesbianisme. Je reprends la première personne du texte. Et théorie et pratique, genre un hiatus, un fossé, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et ça va amener une impression très frontale. Très frontale parce qu'évidemment, on est encore... pourquoi je dis encore? Parce que ça n'a peut-être pas bougé. Mais on vit dans une société qui est profondément lesbophobe, pas seulement homophobe, mais aussi lesbophobe, et qui, ici... Voilà, cette question-là, finalement, elle n'est pas directement présentée en termes de choses sociales, mais cette confrontation au baiser lesbien, eh bien, elle se fait par le concret absolu. Alors, je vais relire la phrase. J'ai même pas osé mettre la langue. Mais on voit aussi la réticence dans le manque d'audace, je sais pas où dire d'audace, mais en tout cas dans la négative qui va ouvrir un baiser, mais sans la langue, comme si c'était pas un baiser complet. Ce qui d'ailleurs se discute, hein, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Et avec donc un... Là, je pense que la question... Parce que ça a l'air d'être très frontal, là, comme ça, ultra déclaratif, mais c'est très travaillé. Parce que c'est pas... Bon, alors voilà, c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais lesbienne, j'étais encore mariée avec Laurent, donc il s'est passé ça, puis après il s'est passé ça, puis là j'ai divorcé, puis là je suis allée en boîte et j'ai dragué. Non. Voilà. Là, on se rappelle, hein, dans l'événement, là, j'avais analysé le début de l'événement sur l'attente du résultat qui rappelle cet événement passé. Des choses qui ont l'air d'être extrêmement évidentes et simples peuvent être extrêmement travaillées littérairement, et l'étude des temporalités le montre, hein, en partie. Donc, on va commencer avec un passé composé qui est en fait ce qu'on peut aussi appeler un présent accompli, et qui montre quelque chose qui est déjà fait et qui va déjà mettre en place en fait la situation d'énonciation. Elle va se dessiner et permettre de se découvrir avec en fait ces jeux de temporalité. Donc il y a cette action qui est en fait représentée en fait comme j'ai envie de dire comme un truc qui va être emblématique. Par exemple, ce n'est pas la fille, ce n'est pas telle fille qui va être spécifiée, c'est une fille qui en fait globalement dénommée, identifiée uniquement par son appartenance à une catégorie, une fille, et par en fait cette action donc du baiser. C'était après Laurent, comme si là, hop, entre emblèmes, Laurent devient l'emblème d'une période, et on voit bien évidemment l'opposition qui est sous-entendue, mais enfin qui est quand même très nette et frontale entre une fille et Laurent, qui est quand même un prénom masculin.
Et la réponse avant, enfin la troisième phrase, avant je savais mais c'était théorique, qui ne dit pas là directement le mot lesbienne, lesbianisme, homosexualité, enfin, on peut en imaginer pas mal, mais qui en fait va le sous-entendre. On peut remarquer qu'il n'y a même pas de pronom personnel. Avant, je le savais, voilà, ceci. Et donc en fait, on apparaît à un moment qui n'est pas celui de la découverte, mais qui va être celui peut-être quand même d'une espèce de révélation où, bon, ce qu'on va trouver actuellement en magazine féminin développement personnel, c'est un moment où les choses vont s'aligner. Moi j'aime bien ces métaphores type alignement des planètes, mais j'aime pas trop ce qu'elles vont décrire d'un point de vue plus référentiel, hein, voilà à quoi ça fait analogie. Mais en tout cas, un moment où on aura en tout cas un alignement, une adéquation entre théorie et pratique. Et c'est exactement cette inadéquation passée qui est mise en avant. Avant, je savais, mais c'était théorique. On rappelle que le mais est une conjonction de coordination adversative. Ça oppose ainsi non pas exactement des temporalités, mais un savoir et une ignorance, mais un savoir et une pratique. Et c'est ça qui va définir donc ces temporalités dans le sens de ces périodes, la périodisation. J'ai fait un effort pour la deuxième, nouveau passé composé. On remarquera que la deuxième, ça reprend un peu une, mais que ces filles en question sont uniquement identifiées dans leur appartenance catégorique à la classe fille. Je lui ai roulé une vraie pelle. Et là, finalement, reprise par le pronom personnel, lui, hein, on n'a aucune individuation particulière, ça va venir un tout petit peu. Cette individuation est une fausse individuation. Et en revanche, ce qu'on va avoir, c'est une vraie pelle. Alors là, le palo. Mais finalement, on n'a pas les détails concrets. Mais en revanche, avec le niveau de langue de la pelle, l'insistance sur vrai et la langue avant, on a bien quelque chose qui va être de l'ordre de la chair, du corps, du corporel, et qui en même temps là n'est couvert, n'est recouvert par aucun type d'embellissement ou d'esthétisation. Ça est, c'est là, on décrit. Je lui ai roulé une vraie pelle, ça m'avait flatté comme un mec qu'elle soit mannequin. Et là, le comme un mec, moi je trouve qu'il a un truc un peu flottant, mais je pense qu'il faut le comprendre comme si j'avais été un mec, qu'elle soit mannequin. C'est-à-dire en fait que c'est la flatterie, le système de valeurs alors, de la profession, hein, de la nana, qui joue pour le plaisir ressenti, un plaisir, Stendhal dirait, d'amour de tête, hein, d'amour d'orgueil, plus que d'amour passion. Et là, et donc, plus sur les points, la catégorie, elle est bien mise en avant, à nouveau, donc par cette catégorie professionnelle. Hein, et moi, ce que j'ai tendance à imaginer derrière, c'est un peu la rodomontade, le roulage de mécanique de « je l'ai chopé ». Mais moi, j'ai tendance à l'imaginer, ce n'est pas dans le texte. Et c'est là aussi où le texte est malin et confrontant, parce qu'il va dire cette comparaison avec un mec, ça nous rappelle évidemment le titre, hein, et donc là, en fait, on a fille, mari, enfin le Laurent, dont on apprendra que c'était le mari, deuxième fille, flatterie comme un mec. Et ça fait comme un entrecroisement et une espèce de, pas de fluidité dans les genres, mais en tout cas, il y a déjà un jeu, quelque chose qui va bouger au niveau du genre, ou en tout cas s'entrecroiser dans les genres. On progressait. Ici, le on, finalement, est comme une forme de reprise du jeu, mais d'un jeu avec d'autres, mais moi je dirais aussi qu'il se dépersonnalise, tout en étant une marque, bien sûr, de langue familière. Et là, sur l'ouverture d'un roman, c'est quand même assez intéressant, notamment dans un roman marqué Constance Debré, d'avoir cette frontalité. Des choses qui ne sont pas forcément très acceptables socialement, en tout cas dissibles et dissibles frontalement, avec ça. Et en même temps, moi, ce qui m'épate le plus, en fait, ce n'est pas tellement la frontalité avec ce qui est raconté, enfin le fait d'être frontal avec ce qui est raconté, mais avec la peur, le progrès, ça va pas de soi. En fait, ce qui peut rester en soi d'un peu médiocre, d'un peu difficile à faire, à vivre, à aimer, etc. Aimer, c'est peut-être un grand mot. J'avais toujours peur
mais moins. Et là, hop, on voit la platitude en fait de la phrase, hein, les indicatifs, encore un mais qu'on avait comme je savais, mais c'était théorique. Hop, on va avoir un deuxième calque qui va montrer le progrès, notamment par la répétition syntaxique. C'est la même chose, mais on voit comme ça mieux les différences par le schéma hein, de la phrase commun. Sauf qu'à chaque fois, on en était resté là. Alors là, avec quelque chose qui ne devrait pas forcément être en début de phrase comme ça, et donc ça va casser quelque chose de littéraire, et le on en était resté là. D'ailleurs, avec un accord féminin qui ne va pas forcément de soi, avec on, mais qui, là, moi, je pense, dit aussi quelque chose du lesbianisme, en fait, qui finalement ne se reprend pas, ne se poursuit pas, à chaque fois montre déjà une espèce de répétition pour 2 fois, tout en les englobant, mais enfin voilà, comme un schéma, comme des tentatives. Moi, ça me rappelle mon ordinateur quand j'étais petite, j'avais un petit ordinateur de poche, un ordi baby, c'est « essaye encore !» C'est dur. Et le on, voilà, comme ça qui se reprend. Ici, là, le on étant plutôt pluriel, hein, comme le montre l'accord, et ES, on progressé, là, finalement, il y a quelque chose qui est à la fois incluant et dissociant dans l'expression du sujet. Ou plutôt, et là, on a une épanorthose en début de phrase, elles en étaient restées là avec moi, ce qui veut dire en fait sans elles. Et donc l'épanorthose, c'est une figure de correction. On va reprendre pour corriger. C'est vraiment quand ça redit, ce n'était pas tout à fait la joie, c'était plutôt tatata. Bon, là, je suis vraiment caricaturale, mais ça vous donne un peu ça. Et ça va permettre d'aller finalement en tâton vers ce qui est encore plus confrontant. C'est même pas que c'est une confrontation d'être lesbienne, c'est en plus se confronter à la peur d'être lesbienne et de le pratiquer. Et avec une reprise, ou un développement, des hétéros qui se posaient vaguement la question et qui allaient caler, donc des hétéros, boum, avec des relatives identifiantes. Oh, c'est un autre nom, ça ? C'est ça, c'est identifiante. Qui vont permettre de vraiment en fait, les qualifier en fait, de manière... Ce sont des essentiels, voilà, des relatives essentielles et pas accidentales, sinon il y aurait une virgule, qui vont en fait les entrer dans une autre catégorie dans laquelle n'est pas la narratrice qui débute le texte. Et qui avait calé des filles plus jeunes que moi, mais des filles comme moi. Et donc là, hop, mention de la catégorie, et avec en plus cette appartenance d'elle-même à cette catégorie, mais on voit là que les choses, j'ai envie de dire, s'interpénètrent, se superposent, il y a un tuilage, mais qui est incomplet, avec ici un nouveau prénom, comme si on le connaissait, mais ça en fait c'est le goût des évidences, et notamment des évidences, pas forcément exactement amoureuses, mais presque. Agnès, c'est différent. Et on remarquera ici comment on a des phrases avec des imparfaits qui se posaient vaguement, qui avaient calé, hop, qui vont parler du passé. Une phrase averbale, des filles plus jeunes que moi, mais des filles comme moi, qui va permettre de faire pivot avec un effacement du genre. Agnès, c'est différent, boum, on est au présent. Et donc là, en fait, dans la situation de l'ouverture in medias res, finalement, ce qu'on va avoir, c'est une forme de rétrospection qui ramène à cette situation présente, initiale, avec Agnès. Et donc la confrontation, c'est le moment où ça se fait. Elle a 50 ans, elle est mariée, elle a des enfants, rythme ternaire, absolument en ascendette, qui, ça aussi, va donner une espèce d'attribut. En fait, là, ça donne un peu l'impression de lire des fiches de profil sur les sites de rencontres. Bon, après, moi, je suis pas une addict de ça. Et avec, là aussi, des attributs finalement sociaux, et des attributs plutôt hétéros. Mariés, enfants, etc. C'est une femme. Et là, on va comprendre que fille, finalement, n'est pas une façon polie ou pudique ou détournée de dire femme, mais que fille et femme vont s'opposer à ce moment-là. Et ça, c'est pas exactement explicité, mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui va se jouer autour de cela. Moi aussi, je suis mariée et j'ai un fils. Et là, on voit le mois, je crois que c'est le premier du texte, mais bon, du jour on en avait avant, pronom tonique évidemment. Et j'ai un fils, donc ça reprend, alors il n'y a pas son âge là, mais le mariage, les enfants, les 2 derniers points. Et ça n'a rien à voir. Donc en fait, elle se remettait du côté des filles,
des hétéros qui se posaient la question sans y aller, mais non pas des femmes. D'abord, j'ai quitté Laurent, ça enlève un peu du poids du mariage, mais avec cette question de Laurent n'est pas quitté pour une femme, il est d'abord quitté pour lui-même. Et ça, c'est vraiment ce qu'Adrienne Rich, il est par là, je le perds tout le temps, lui. Mais c'est ce qu'on peut appeler la sortie du régime hétérosexuel et de la contrainte surtout à l'hétérosexualité, qui est bien un régime politique, et donc qui va amener des espèces de fuite, d'émancipation, de sortie. D'abord, j'ai quitté Laurent. Alors d'abord, comme on répondrait, ah ben toi d'abord, mais ce d'abord aussi qui va être là pour marquer des différences, alors que précédemment, il s'agissait de marquer des ressemblances. Et puis même, très oral. Voilà. Comme si ça ne servait à rien d'aller développer un peu ça. C'est bizarre d'ailleurs mon élan pour elle, je ne suis même pas sûre qu'elle soit spécialement belle, je n'aime pas son prénom, je ne le prononce jamais. Et alors là on est dans le cliché proustien le plus total, mais alors avec un style anti-Proust, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais c'est même pas ce qui compte, à savoir que là tout annonce finalement quelque chose de l'ordre du récit amoureux d'Elina Moramento de la rencontre. La Moramento c'est la rencontre, leurs yeux se rencontrèrent. Il devrait se passer quelque chose, et en même temps ce quelque chose qui pourrait passer par de la magnificence, surtout de l'esthétisation de l'être aimé, tombe à l'eau. D'emblée, ce n'est pas mon genre, je n'aime pas le prénom, je ne le prononce jamais, comme un silence et un néant, non pas de la situation amoureuse ou en tout cas d'orientation sexuelle, mais en tout cas au niveau de l'orientation du récit en termes d'histoire qui va être racontée. Et ça me paraît extrêmement intéressant sur ce qui va se passer. Alors je ne vais pas forcément lire le texte d'après, mais en tout cas je pense que la confrontation, elle va déjà être là pour raconter qu'il va se passer quelque chose et qui n'est pas forcément exactement ce à quoi on s'attend. Alors, ouais, plein de trucs bien drôles ça, Ouais, on va quand même le raconter, ça c'est le 3. On m'appelle maître, pas madame. Je fais un métier d'homme où on porte une robe. Il y a même une sorte de cravate bien phallique qu'on appelle un rabat et que je tripote pendant les audiences. D'habitude, les femmes portent mal la robe. Elles sont trop petites, moi pas. Et puis, c'est beau le noir. Avec le blanc du rabat, ça fait grande Espagne. Boum, aristocratie. J'ai même droit au rang d'hermine à l'épitoge. En vrai, c'est du lapin. Toujours le concret sordide qui va ramener. Sordide, plus petit, etc. Ça, c'est vraiment une constante, constante, pardon. Lapsus dans le style de l'autrice. Dans ce que j'ai pu lire, en tout cas dans Playboy. Mais ça fait riche quand même. C'est un boulot qui me va. Et donc j'aime bien le ça fait riche, c'est un boulot qui me va. Et ça, voilà, ça peut avoir quelque chose d'un peu choquant sur, je sais pas moi, un goût d'ostentation qui n'est pas forcément très bien vu dans un monde catholique par exemple. Enfin, je donne des exemples. Ou avec une profonde atmosphère marxiste, mais alors ça, si seulement. C'est un boulot qui me va. Personne ne voit mes jeans crades sous ma robe. Personne ne se demande où je suis quand je ne suis pas au cabinet. Personne ne me conteste quand je plaide. Personne ne surveille ce que je fais, ce que je pense, ce que je raconte. Et donc là, on voit que la liberté, c'est déjà l'absence de contrôle. J'aime les coupables, les pédophiles, les voleurs, les violeurs, les braqueurs, les assassins. Tout est au masculin. Mais en tout cas, la liste qui va permettre d'avoir la mise en place d'une axiologie négative comme plutôt qualifiante, ou en tout cas qui va permettre de caractériser le personnage, la voix narrative, si ce n'est l'autrice, comme finalement, plutôt par son goût pour des formes de marginalité, par son goût pour le paradoxe, qui ne va pas jusqu'aux formules de type des paradoxes, mais le paradoxe, c'est le monde à l'envers. Et ça va appartenir à quelque chose qui pour moi est très paradoxal dans l'écriture de Playboy, j'ai bien coup dans le trépied, c'est la forme de sprezzatura très confrontante de l'autrice. On y reviendra, si j'y pense. Ce sont les innocents et les victimes que je ne sais pas défendre. C'est pas qu'ils soient coupables qui me fascine, c'est de voir à quel point ça peut être minable, un homme. Minable en silence. Minable sans broncher. Il faut un courage spécial pour tomber.
les enfants sordides, les parents alcoolos et le no futur des vies de pauvres, ça suffit pas. C'est un bon début, c'est vrai, mais ça suffit pas. Je les aime tous, mais je les aime de loin. Ce qui devrait être complètement médiéval, hein, amour courtois. Et cet amour de loin, c'est un amour en fait, un peu dissocié. Et ça va être un amour pour la catégorie plus que pour les individualités. Je ne suis pas là pour les sauver. S'ils prennent 20 ans aux assises, ce n'est pas mon affaire. S'ils ont eu des enfances atroces et s'ils crèvent dans des prisons dégueu, c'est pas mon problème. Je fais comme tout le monde, je viens prendre ma part de viande. Leur vie d'un côté, la mienne de l'autre. Je les regarde et je les laisse dans leur crasse. J'ai la mienne. Elle est moins grave, mais elle vaut pas mieux. L'important, c'est de bien plaider. Je plaide bien. C'est pas très difficile. C'est une des rares choses que je sache faire d'ailleurs. Avec conduire, peut-être. Le reste, j'y arrive pas vraiment. Ça me paraît pas très grave. Comme ça me paraît pas très important non plus de savoir faire des choses. C'est pas un boulot génial, évidemment. C'est même plutôt médiocre. Mais au moins, j'échappe à la vie de bureau. Je n'ai pas de patron et je prends un peu de fric. J'ai toujours eu un problème avec le fric. Ça m'angoisse d'en gagner, c'est quand je suis pauvre et que j'ai les huissiers au cul que je me sens à ma place. Alors moi, je dirais qu'on a un peu l'impression d'avoir un genre de flux de parole avec des idées qui s'enchaîneraient les unes les autres. Ça, c'est un peu l'effet que ça va donner, et ça va aller aussi avec le déballage littéralement cynique, amoral, sans concession, impudique de l'ensemble. Un déballage qui est dans la description donc, du métier. Voilà, ce qui est vraiment très marquant à mon avis, c'est je fais comme tout le monde, je viens prendre ma part de viande, donc on peut parler évidemment d'un regard sociologique hein, si on veut, enfin la part de viande elle va quand même ramener à la figure du charognard, hein, donc qui est quand même pas très positive. Et rien de là n'est très positif, c'est plutôt que le tableau est sordide intégralement, avec des nuances dans le sordide, des nuances qui finalement permettent, vont aller avec des séparations catégorielles en fait, de classes assez fortes. Donc ça se voit avec la répétition des négatives, et là l'effet de martèlement, je le trouve particulièrement confrontant, parce que en vrai, c'est assez sain de se dissocier de son boulot et de ce qu'on peut faire, mais ça fait un effet qui est wow, voilà, pas forcément dingue, et notamment parce que là, en fait, il y a quelque chose qui est, à mon avis, très fin, qui va se jouer du fait qu'on va avoir tendance à avoir de l'empathie pour la personne qui a écrit à la première personne, mais quand cette personne elle-même n'a pas d'empathie, ou n'en manifeste apparemment pas, ça met notre propre empathie en péril. Avec quoi avons-nous de l'empathie? Est-ce que les choses sont morales ou pas? Est-ce que mon système moral est ok avec tout ce qui est en train de se décrire? Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est plus confrontant que réellement immoral, on dira amoral plutôt quoi. Mais il n'y a pas de description, on n'est pas non plus dans un jeu à la Lolita, où on devrait complètement, je sais pas, avoir envie d'abattre, de se séparer, de se distinguer de la narratrice, ou de la voix narrative, de Humber Humber dans le cas de Lolita. Là, il me semble que cette empathie, on peut l'avoir, mais qu'elle est quand même mise à mal par la langue dénuée d'affect. Et ça, le fait que ce soit dénué d'affect, c'est martelé, et c'est présenté aussi comme quelque chose de finalement d'assez constitutif de la personnalité de la voix narrative. Et moi, voilà, c'est... Tac. Voilà, leur vie d'un côté, la mienne de l'autre, cette espèce de séparation des classes qui vont se rencontrer autour de la plaidoirie, mais sans plus. Mais finalement, est-ce que c'est faux? Non. Mais en revanche, est-ce que c'est moral et ou acceptable de le dire? Ben moi je dirais que oui, c'est moral, mais qu'en revanche, ça va être choquant. Et c'est là, dans cette espèce de hiatus, que des choses vont se situer. Et ça va aller aussi avec le détachement. Ça me paraît pas très grave, comme ça me paraît pas très bien important. Et là, en fait, ce qui apparaît, c'est de ce détachement
en fait, qui est concrétisé par la description du boulot, donc ce détachement par rapport au boulot et donc de ce qu'il va apporter. Ce qu'on va avoir, c'est une progression thématique sur un détachement plus général, et ce détachement, il amène cette espèce de sprezzatura, qui est vraiment une des caractéristiques du courtisan dans le livre du courtisan de Castiglione, qui est la marque de l'aristocratie, d'une certaine façon, qui est vraiment le détachement des choses, des gens, des biens matériels. Alors ce détachement des biens matériels n'est pas tout à fait là avec la question de l'argent, mais qui va permettre, qui va avoir en fait un effet qualifiant. Et cette sprezzatura, finalement, elle est aussi, elle va aussi dans cette question un peu morale. Alors par exemple, là moi je vais garder le 4, mais ça sur ça il y a un passage qui est particulièrement, alors que j'ai déjà entendu lire sur des plateaux ou quoi, mais que je trouve voilà, très, très, très important, cette question de la confrontation. C'est celui sur l'appartenance de classe, évidemment je ne l'ai pas noté. Hop là, donc là, ça arrive. Et avec quelque chose voilà, qui va toujours sembler un peu... Alors dissocier, c'est un mot que j'utilise beaucoup et dont en même temps j'essaie de me méfier. Parce qu'il est, il est assez piégeux en fait, le mot dissocier. Parce qu'il va ramener tout de suite à des interprétations psychologiques. Moi, peut-être qu'il faudrait que je... Ouais, ça c'est vraiment ça. Que je revienne plus à la question de la dissociation, c'est-à-dire plutôt de l'effet de sourdine, comme Léo Spitzer en parle chez Racine. Et en fait, moi j'ai une impression d'effet de sourdine un peu permanent. Alors, effectivement, d'une voix sans affect. Et alors, contrairement à Racine, qui ne va pas essayer de dire le plus haut des affects, etc., mais qui va en même temps être profondément dans les choses, on y revient. 31, je suis page 66, je suis riche et elle est pauvre. C'est pour ça que je vais gagner, c'est obligatoire. Les riches gagnent toujours et les pauvres crèvent toujours. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute si ce sont les riches qui gagnent. Ce n'est pas ma faute si je suis riche, je suis né comme ça. C'est dans mon ADN, tellement c'est ancien. Je suis né de parents riches qui avaient des parents riches. Je suis riche sans un copec, sans appart, riche à 10 € par jour, clope comprise. Riche sans rien, mais si riche que je m'en fous d'être pauvre. Techniquement à la rue, mais ontologiquement pété de thunes. On n'a pas besoin d'argent quand on est riche. On n'a pas besoin des autres quand on est riche. On n'a besoin de rien quand on est riche. C'est une question de honte qu'on n'a jamais. Les pauvres ont bien raison de nous haïr. Et ça me paraît être un moment extrêmement important du roman, et pour le coup qui va être très franchement confrontant dans à peu près tout ce qui se passe, et notamment donc, sur ces questions d'appartenance catégorielle, de regards sociaux, etc., enfin sociologiques, sociologisants, qui va se nicher au cœur même de l'amour. Alors là, on peut penser, je sais pas moi, au dictionnaire des mots incompris entre hommes et femmes, chez Mylène Kundera, dans la soutenable légèreté de l'être. On peut penser à plein de trucs un peu comme ça. Là, il n'y a même pas d'essayage, de tentative d'explication de ça, et je dirais même qu'il n'y a finalement qu'une seule explication à l'issue défavorable de cette histoire amoureuse, je vais revenir à cette histoire amoureuse, qui va être une explication de classe. Puisque finalement, c'est vraiment ça qui va distinguer ces deux femmes, et un peu leur âge, alors qu'en fait, dans le détail, c'est pas mal d'autres choses. Et ça, c'est quand même très compliqué, avec cette confrontation très forte entre riches et pauvres. Ce n'est pas ma faute, et avec cette espèce de fatalité économique, donc de la lutte des classes, mais qui n'apparaît même plus en fait en termes de lutte des classes, ce qui va permettre l'effet de sileps entre être riche ontologiquement, c'est-à-dire par essence finalement, comme le montre la métaphore de l'ADN, enfin la métaphore, c'est pas une métaphore ici, mais en vrai ça ne s'inscrit pas dans l'ADN, et en tout cas dans l'être, dans l'essence, et le capital réel. Et finalement, on voit ici se réduire la lutte des classes, alors pas seulement au capital, bon, je sais, il y a quand même un entourage, et pas seulement ce qu'on a en soi sur son compte, mais avec cette question de honte
qui peut rappeler la vergogne hein, aussi. Et je crois que ça nous parle encore plus en 2023 qu'en 2018. Et qui va se séparer d'elle, non pas parce qu'elle est pauvre, mais parce qu'elle est une petite bourgeoise. Et ce qui en fait est encore pire. Et on va avoir d'autres moments comme ça qui vont revenir. Et ça va amener quelque chose dans l'histoire amoureuse. Alors cette histoire amoureuse, c'est à peu près la première partie. Ça va être ce rapprochement amoureux. Alors je vais dire amoureux avec des guillemets. Hein, qui va avec ça. Et qui en fait est comme une espèce de trajet, si on peut prendre une métaphore, de soi vers soi et vers son destin de Gwyn, de lesbienne, par le personnage. Et ça va aller donc avec l'absence de honte, le peu d'affect et d'émotion. Ça va se poursuivre avec cette question finalement donc des appartenances catégorielles, mais aussi en fait le fait que ce personnage d'Agnès, il est spécifié à bien des égards, mais il est en même temps décorrélé, alors pas de choses positives, il y a quand même des éléments qui vont être positifs, mais en tout cas de caractères qui vont être très individuels. C'est-à-dire que dans un récit d'amour, on va dire traditionnel, vous allez avoir des choses, alors qui peuvent être très fantasmatiques, hein, mais sur l'odeur, la spécificité, enfin, quand on va être amoureux, amoureuse, réellement, et en même temps, j'aime pas le dire comme ça me paraît faux, mais en tout cas, il y a tout un processus de désindividuation qui apparaît aussi dans la voie narrative, qui finalement se désindividue pour s'observer dans sa mue et sa transformation. Voilà, ce qui est très paradoxal quand on porte Constance pour prénom. Et ça, par exemple, voilà, là je vais lire le passage 4, hein, je reviens en arrière, page 14. Elle m'a plu tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, son allure peut-être, sa façon de porter les jeans. Là, on va avoir toutes les caractéristiques individuelles de l'érotisme. Elle me plaisait comme ça. Je ne pensais pas plus loin, d'ailleurs, je la vouvoyais. Et puis un jour, elle était en vacances et elle s'est mise à m'écrire sans raison, sans rien dire de spécial. C'est à ce moment-là que j'ai pensé que ça pourrait être une vraie histoire d'amour. Elle et moi, comme avec les hommes. Une vraie histoire avec un début, un milieu et une fin. Et du sexe, bien sûr. Et là, voilà, il y a quelque chose qui va apparaître effectivement de l'ordre de l'amour et qui en même temps se fait par l'observation de l'autre et de soi, sans certitude sur ce qui va caractériser les élans positifs, mais qui en fait va... ça ne veut pas dire en fait qu'il n'y a pas d'affect, mais ces affects ils vont passer au prisme de cette observation analytique, avec ce regard qui tend à être sociologique, et qui, en fait, en catégorisant, en ramenant à des appartenances, par exemple de classe, etc., finalement, désacralise, littéralement, désesthétise, et, eh bien, je crois, va permettre aussi d'être sur quelque chose de plus réel. Et je ne sais pas arrêter de dire confrontant, 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 mais finalement, on a quelque chose, là je me disais tout à l'heure en prenant mon petit goûter, que finalement, collation, comme on dit en colloque, ça me rappelle beaucoup le Pauvre folle de Chloé Delhomme. Alors c'est évidemment antérieur, puisque Pauvre folle c'est la rentrée 23. J'avais fait une vidéo sur Pauvre folle. Mais là, j'ai quand même la sensation qu'il y a quelque chose qui est certes une histoire d'amour, qui ne va pas chercher l'absolu dans l'histoire d'amour. Et d'ailleurs, il n'y a pas une recherche d'absolu, mais peut-être l'évacuation de tout ce qui pourrait être trop romanesque ou trop absolu pour aller dans quelque chose qui serait de l'ordre de la réalité la plus brutale possible, ou la plus brute, mais en incluant la brutalité, et peut-être même que cette brutalité peut donner un effet d'authenticité, ce dont je ne suis pas toujours sûre en réalité. Mais ça me paraît être un des paradoxes du bouquin. Globalement, en fait, c'est comme si l'absolu littéraire romantique de la vérité, il était complètement remplacé par un absolu du réel, et du réel à tout prix, au prix même de la brutalité possible. Et en fait, dans cette recherche de soi à soi qui va passer par l'évacuation de la peur, il va aussi avoir l'évacuation de tous les artifices et de tous les faux-semblants
quand bien même cela serait littéraire. Et donc finalement on se retrouve à avoir affaire à une écriture, qui est une vraie écriture, qui va en même temps évacuer la littérarité, c'est-à-dire tout ce qui pourrait avoir envie d'accéder à une forme de littérature, d'absolu littéraire, très romantique, très romanesque, et cela jusque dans la vie même, par un effet de métalepse qui est à peu près l'inverse de Pauvre folle de Chloé Delhomme. Évidemment, je suis complètement anachronique, puisque voilà, moi c'est juste mon ordre de lecture, mais qui raconte ainsi le parcours de finalement soi vers soi, par une autre, mais surtout par cette espèce d'évacuation. Eh bien, je suis lesbienne, eh bien, allons rouler des pelles à des filles. Bon, mais ça suffit pas. Allez, sans la langue, allez, cette fois on met la langue, allez, cette fois on va mettre les doigts, comme dans la chanson de Rebecca Warrior, etc., etc. Vas-y, misez tous les doigts, les 5 à la fois. Voilà, il y a quelque chose en fait de l'ordre de cette dynamique qui va se construire tout au long du roman, du texte. Voilà. Et ça... Et je pense que c'est aussi pour ça finalement que les parties sont de plus en plus courtes et qui vont raconter ce qui est bien une relation, qu'il est difficile de qualifier de relation amoureuse, quand bien même finalement ce qui nous est raconté est une relation amoureuse, mais on ne sait pas qui aime qui et comment ça se passe. On a en fait l'impression d'une focalisation externe permanente, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'évidemment, on est en première personne, on sait ce qu'elle sait, on n'a pas de passage en focalisation omnisciente, et on est bien en elle. Mais en fait, vu qu'on est coupé de ses affects, comme elle-même l'est peut-être, etc., mais ça, c'est même pas la question, c'est qu'en fait, il y a un déplacement du regard qui est fait pour essayer de... Enfin, je sais pas, je suis pas dans les intentions d'autrice, hein, mais qui donne l'impression, en tout cas, d'être mise en place pour amener à saisir cette réalité plutôt qu'à ne la ressentir. Parce que dans la sensation même, à ce moment-là de ce parcours, peuvent se trouver ces faux semblants que sont les clichés, les stéréotypes de la littérature, mais au départ, on l'a vu, ceux aussi du genre. Et donc finalement, il y a peut-être voilà, un changement de catégorie, hétéro à lesbienne, mais ce changement de catégorie, il n'est pas... il ne dit que des choses en apparence. Et moi, j'ai l'impression voilà, que tout le job, finalement, il se situe là-dedans. Et avec voilà, ces espèces d'actions... voilà, hop, là, je suis page 148. On se lasse de tout mon amour, y compris de la loose, y compris de soi-même. Un mec m'a appelé, son frère avait tué une vieille, et puis un autre qui avait fracassé sa femme. Entre sacs de merde, on pouvait couper dans le gras. Je pouvais lâcher les préoccupations bourgeoises, secouer les pauvres jusqu'à leur faire cracher des billets. Le cynisme, déjà mentionné. De toute façon, leur vie était foutue. Moi, j'avais besoin de garder ma Rolex. Alors ça fait sarkozyste de ouf. Bon, moi, je mets pas de montre parce que j'en ai vendu pendant 5 ans. Alors, je vendais pas et je mettais pas de Rolex. Mais je porte plus les montres. De toute façon, leur vie était foutue. Moi, j'avais besoin de garder ma Rolex. Il y a un nombre considérable de conneries avec lesquelles je n'ai plus de temps à perdre. Et ça, je pense que c'est très important parce que finalement, ces faux semblants littéraires, parmi d'autres, ils sont ceux qui vont empêcher d'aller vers cette espèce de dénuement, de minimalisme de la vie, de l'appartement vide, de la vie quasi SDF, et même de cette espèce de dénuement finalement de l'amour, qui n'est pas le même que celui de la pauvreté, parce que il va avec cette espèce de sprezzatura et de détachement, et finalement il y a comme la recherche d'un détachement absolu, et qui pourtant va passer par l'inscription dans ces identités multiples, catégorielles, la famille, etc., sans forcément que cela bouge tellement les lignes, quoi. Alors voilà, très important, le va te faire enculer en ligne, 153 et suivante, et qui passe aussi par finalement ces détachements, ça va passer par les intercalements, ou le fait que ce soit intercalé, entre un truc de cet amour, un truc familial. Et donc ça va donner tout le temps l'impression de pensées qui sortent. Voilà. Comme un flou de pensée, mais où en fait, ça va créer en permanence des effets de rupture. Et ces effets de rupture, ils sont vraiment l'esthétique principale du tout, parce que ça va permettre
d'en permanence casser les effets littéraires. Et c'est ça en fait, c'est un texte qui va casser les effets littéraires tout en se donnant les conditions d'écriture. Donc c'est pas la vraie vie est ailleurs, c'est je construis la vraie vie en dégageant tout le reste. En gros. Et donc on va avoir comme ça cette espèce d'esthétique de dénuement et qui passe, bon peut-être avec quelque chose d'un peu dépressogène, hein. Alors je pense que si on est triste, c'est peut-être pas le bon roman à lire, mais ça c'est... Oui. Et puis ça a continué comme ça, je l'aimais très vite, son corps d'abord, puis elle tout entière. La semaine suivante, je ne l'aimais plus, je l'ai largué par texto. Et moi, voilà, ça, je sais pas trop quoi en faire, en fait. Alors, moralement, pour moi, on va dire, alors, on va quand même venir d'abord sur la fin. Avec elle aussi, c'est juste du cul et de l'amour. Rien de nouveau, rien qui change la vie. Et ça, c'est très important. Parce que ce n'est pas l'amour qui viendrait être littéraire et faire obstacle au cul, ou le cul à l'obstacle à l'amour. Et ça n'est pas un truc anti-amour, mais avec quelque chose qui prendrait l'amour pur, sans la fleur bleue, la littérature, le romanesque. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Moi, je suis vraiment pas 100% à l'aise, et ça fait partie des choses qui m'intéressent énormément dans le roman. Et dans ces paradoxes, puis de toute façon, c'est un truc que j'ai lu hyper vite parce que c'était hyper prenant. On va avoir finalement... Alors, par exemple, moi je dirais pas que c'est un texte qui est féministe, parce que même s'il va en permanence se ramener à des catégories, je trouve qu'il la joue un peu solo. C'est pas un reproche, hein, mais ça va être sur comment ça se positionne. Et là, je définis vraiment le féminisme sur la condition des femmes dans son ensemble. Voilà. Et avec cette inscription globale dans le sens des femmes, quand Bella dans Dirty Weekend est à mentionner, elle est médiocre, elle est vraiment genre médiane, quoi. Ce qui permet d'en faire un genre d'emblème de toutes les femmes. Là, clairement, c'est pas possible parce que finalement, l'intersection catégorielle ne permet pas tellement de se projeter. En tout cas, moi, j'ai un peu de mal à me projeter dans la très haute bourgeoisie parce que là, j'en suis tellement pas, quoi. Et donc ça, et au contraire, c'est plutôt méprisé dans le bouquin, donc bah tant pis pour ma gueule. Mais en revanche, je dirais, d'un point de vue voilà, vraiment moral, ce que ça fait comme effet, personnellement, ça donne un courage de dingue. Et avec, en fait, moi, de ramener même l'amour à une dimension de ça change rien à la vie, et on va continuer, et ça veut pas dire qu'on n'aime pas, ça fait un bien fou. De finalement, pas non plus remettre dans de justes proportions, mais de décadrer les choses, et d'aller, finalement, c'est comme s'il y avait vraiment un unique objectif, à mon avis l'écriture, mais ça c'est pas explicite, et c'est pas un roman qui est méta, mais au moins une forme de dépouillement, de dénuement là-dedans, et qui donc se confronte finalement à la réalité brute ou à la brutalité de la réalité, qui est pas le roman témoignage documentaire, c'est pas Les Misérables, c'est pas tout ça, hein, voilà, c'est autre chose. Et c'est plus philosophique à la rigueur là-dedans, sur une forme de pessimisme, mais qui est pas qui est un pessimisme médiocre, qui est pas un pessimisme tragique, et ça aussi, ça fait du bien. Moi, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu, qui passe donc par ces figures de rupture permanente, parce que ces ruptures, ça va permettre, par les effets de colocation, des effets de variation de registre, mais aussi de simplicité assez forts. Et en ça, il y a du Christiane Rochefort, en peut-être quand même moins fun, probablement du Angot, mais elle, je la connais pas trop. Et moi, j'aime bien, hein, j'aime bien Alors moi, je réfléchis beaucoup à comment écrire en plus long, mais finalement, voilà, cette espèce de détachement aristocrate, repoussé dans ses retranchements, il va amener à ce dépouillement et à cette pauvreté stylistique, littéralement recherchée. Et donc, exactement comme chez Racine, à une maximisation de ses effets. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant, et qui m'a beaucoup plu, si j'arrive un peu à l'étayer. Alors, vous avez bien Constance Debré ? Et je vous dis à bientôt.